Bonsoir. La Madeleine de Proust, l'épisode sans doute le plus célèbre de À la recherche du temps perdu. Ce n'est pas une simple narration, ce n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de profond dans cette œuvre. C'est une réflexion, une théorie développée par Marcel Proust autour du souvenir et de la mémoire, où l'on distinguerait ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le souvenir présent dans la conscience et le souvenir dans l'inconscient. Mémoire volontaire d'un côté, où c'est un processus intellectuel qui va rechercher, reconstruire, recréer le souvenir. Mémoire involontaire, réminiscence, c'est un processus sensuel, envahissant, involontaire, instantané, qui va non seulement ramener le souvenir, mais va ramener le passé dans le présent. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François Le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu de vrai roman. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François Le Champy quelque chose d'indéfinissable. Les procédés de narration, destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie, et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissaient simples. À moi qui considérais un livre nouveau non pas comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique, n'ayant de raison d'exister qu'en soi. Une émanation troublante de l'essence particulière à François Le Champy. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L'action s'engagea. Elle me parut d'autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent pendant des pages entières à toute autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s'ajoutait, quand c'était maman qui me lisait à haute voix, qu'elle passait toutes les scènes d'amour. Aussi, tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant, et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant, me paraissaient empreints d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu et si doux de Champy, qui mettait sur l'enfant qui le portait, sans que je susse pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle, c'était aussi, pour les ouvrages où elle trouvait l'accent d'un sentiment vrai, une lectrice admirable. Par le respect et la simplicité de l'interprétation, par la beauté et la douceur du son, même dans la vie. Quand c'étaient des êtres et non des œuvres d'art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, c'était touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos. Tel éclat de gaieté qui eût pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant. Tel rappel de fête, d'anniversaire, qui aurait pu faire penser ce vieillard à son grand âge. Tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieure à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également supérieur à tout dans les livres,
attentive à bannir de sa voix toute petitesse, toute affectation, qui eût pu empêcher le flot puissant d'y être reçu, elle fournissait toute la tendresse naturelle, toute l'ample douceur qu'elle réclamait à ses phrases, qui semblaient écrites pour sa voix, et qui, pour ainsi dire, tenaient tout entière dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait, pour les attaquer, dans le ton qu'il faut, l'accent cordial qui leur préexiste et qui les dicta, mais que les mots n'indiquent pas. Grâce à lui, elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il y a dans la bonté, la mélancolie qu'il y a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes, pour les faire entrer, quoique leurs quantités fussent différentes, dans un rythme uniforme. Elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue. Mes remords étaient calmés. Je me laissais aller à la douceur de cette nuit où j'avais ma mère auprès de moi. Je savais qu'une telle nuit ne pourrait se renouveler, que le plus grand désir que j'eusse au monde, garder ma mère dans ma chambre pendant ces tristes heures nocturnes, était trop en opposition avec les nécessités de la vie et le vœu de tous, pour que l'accomplissement qu'on lui avait accordé ce soir pût être autre chose que factice et exceptionnel. Demain, mes angoisses reprendraient et maman ne resterait pas là. Mais quand mes angoisses étaient calmées, je ne les comprenais plus. Je me disais que j'aurais le temps d'aviser, bien que ce temps-là ne m'eût apporté aucun pouvoir de plus, qu'il s'agissait de choses qui ne dépendaient pas de ma volonté et que seul me faisait paraître plus évitable l'intervalle qui les séparait encore de moi. C'est ainsi que pendant longtemps, quand réveillé la nuit, je me ressouvenais de Combray, je n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux découpé au milieu d'indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l'embrasement d'un feu de Bengale ou quelques projections électriques éclairent et sectionnent dans un édifice dont les autres parties restent plongées dans la nuit. À la base, assez large, le petit salon, la salle à manger, l'amorce de l'allée obscure par où arriverait M. Swann, l'auteur inconscient de mes tristesses. Le vestibule où je m'acheminais vers la première marche de l'escalier, si cruel à monter, qui constituait à lui seul le tronc fort étroit de cette pyramide irrégulière. Et au fait, ma chambre à coucher, avec le petit couloir à porte vitrée pour l'entrée de maman. En un mot, toujours vu à la même heure, isolé de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, se détachant seul sur l'obscurité, le décor strictement nécessaire, comme celui qu'on voit indiqué en tête des vieilles pièces pour les représentations en province, au drame de mon déshabillage. Comme si Combray n'avait consisté qu'en 2 étages reliés par un mince escalier, et comme s'il n'y avait jamais été que 7 heures du soir. À vrai dire, j'aurais pu répondre à qui m'eût interrogé que Combray comprenait encore autre chose et existait à d'autres heures. Mais comme ce que je m'en serais rappelé m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Tout cela était en réalité mort pour moi. Mort à jamais, c'était possible.
Il y a beaucoup de hasard en tout ceci. Et un second hasard, celui de notre mort, souvent ne nous permet pas d'attendre longtemps les faveurs du premier. Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdus en effet pour nous jusqu'au jour qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrer en possession de l'objet qui est leur prison. Alors, elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnus, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé. Ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée. En quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi, quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelé Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. Attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. De la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas et ne peut que répéter indéfiniment avec de moins en moins de force ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment?
Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, et tout ensemble, le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force, au contraire, à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis, une deuxième fois, je fais le vide devant lui. Je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée. Et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever. Quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image de souvenirs visuels qui, liés à cette saveur, tentent de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. À peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne puis distinguer la forme. Lui demander, comme au seul interprète possible, de me traduire le témoignage de sa contemporaine, son inséparable compagne, la saveur. Lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir? L'instant ancien, que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain, qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût
C'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que j'y n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu de buis sans en manger sur des tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres, plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs, abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli, ou, ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui lui aurait permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux. Aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps. La place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu, où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier, jusque-là indistincts, et qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray, et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. La suite, bientôt. Au bout du voyage, au bout de la nuit. Faites de beaux rêves.